Bonjour à tous et à toutes, c'est la fin de l'année, c'est l'heure un peu du bilan de cette saison de En attendant le bûcher. Je vous préviens tout de suite, ce matin j'ai un peu de mal, donc je vais avoir un peu une articulation lente et laborieuse certainement. En vrai tout va bien, j'ai juste très très mal dormi. Bonjour les gens, du coup. Pour rappel, là, vous avez une bonne vingtaine d'épisodes si vous arrivez maintenant sur nos espaces d'écoute, puisqu'on a commencé ce podcast en février, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Mais pour clôturer cette saison, on vous fait un petit épisode FAQ. Une première question, alors elles n'ont pas d'ordre chronologique, hein, j'ai repassé mes messages, hein, tout Ouais, simplement, pareil. dans l'ordre où je les ai notés, où je les ai retrouvés. Il y avait une question de quelqu'un qui nous demandait si on pouvait utiliser le Palo Santo pour le nettoyage énergétique à la place de la sauge. En vrai, rien ne te l'interdit, hein, je dirais, hein. C'est exactement ça. Donc évidemment, tu peux utiliser le Palo Santo à la place de la sauge, à la place du romarin. À nouveau, l'outil qui te parle le mieux est sans doute celui qui va fonctionner le mieux pour toi. Le Palo Santo permet de toute façon le nettoyage énergétique. Je mettrai un tout petit truc, c'est que le Palo Santo, il fait quand même un nettoyage doux. Mhm. Donc pour quelque chose qui a besoin d'un fort nettoyage, je partirais plus sur le romarin qui dégage un petit peu plus fort les énergies et qui recharge aussi très positivement l'objet ou le lieu que vous êtes en train de vouloir nettoyer. Mais évidemment, le Palo Santo peut faire l'affaire. Ouais, moi j'avoue le Palo Santo, mes seules limitations sur le Palo Santo, c'est deux points, on va dire. Le premier, c'est que c'est pas forcément quelque chose de très local, enfin, c'est pas un arbre qui pousse chez Oui, nous, donc j'ai tendance à éviter, même si j'utilise plein de choses qui ne sont pas de chez nous, hein. La deuxième chose, c'est que, encore un peu mon côté écolo, mais le Palo Santo, ça a un petit peu causé des désastres écologiques là où justement on déforeste à tour de bras ces arbres pour justement cette essence très rare et très recherchée. Du coup, c'est vrai que j'ai du Palo Santo, mais j'essaie de l'utiliser un minimum de temps en temps, justement pour ce que tu dis. Voilà, cette douceur que ça va m'apporter quand j'ai besoin de faire un tirage particulier, m'aider à me reconnecter. Je trouve que c'est un outil qui est devenu un petit peu trop utilisé. Alors qu'on a des choses qui poussent dans nos jardins, qui coûtent moins cher et qui sont plus locales. Voilà. Que pensez-vous des heures miroirs? moi, les heures miroirs, je suis assez raccord avec le fait que ça peut être un signe de quelque chose. Par contre, ça ne l'est pas systématiquement, donc je suis pas du genre à bloquer sur toutes les heures miroirs que je croise. Moi, j'ai deux manières d'aborder les heures miroirs dans ma vie perso. Si pendant plusieurs jours, je vais réellement voir systématiquement la même heure miroir, je vous avoue, comme je le connais pas par cœur, au bout de 3-4 jours où c'est systématiquement la même, je vais finir par aller regarder sur Internet. Je prends plusieurs significations et je vois ce qui me parle, hein, tout simplement. On en revient à cette histoire de ressenti. Hmm. Et par contre, il peut y avoir un autre cas où je vais pendant 2-3 jours voir défiler quasiment toutes les heures miroirs dans la journée. Je vais en voir 4-5 différentes pendant plusieurs jours. Je l'interprète plutôt comme un signe. Mes guides me rappellent que je suis entourée et que je navigue pas seule à vue. Donc très souvent, ça correspond à des périodes où soit je me pose des questions, soit je laisse un peu trop de place à des doutes, à Ouais. des choses comme ça, et où on vient me rappeler que tout va bien, que je suis entourée et que je peux reprendre confiance sur le chemin que je suis en train d'emprunter, quoi. Pour parler des heures miroirs, en fait, je vais être obligé de parler d'un autre sujet qui est aussi la numérologie. Parce que Ouais, justement, les heures miroirs aussi s'appuient sur la numérologie. C'est pas forcément un art qui me correspond en tout cas, même si j'ai appris quand même les notions de numérologie, parce que je trouve ça quand même intéressant. Néanmoins, c'est vrai que je vais être un peu comme toi, c'est-à-dire si je vois toujours la même heure, je vais avoir tendance à me poser des questions sur, ouais, il y a peut-être l'univers qui veut me donner un signe. Si je tombe sur une heure miroir, je vais poser 1 ou 2 secondes mon esprit pour me reconnecter à l'énergie du oui. flux de l'environnement, tu vois, on va dire. Euh, et c'est un peu ça, ce que je pense en tout cas des heures miroirs. La deuxième chose à laquelle je trouve que c'est un peu relié, c'est que c'est pas forcément des heures miroirs, mais il y a des fois où on se réveille par exemple toujours à 3 heures du matin ou un truc comme ça. Donc on n'est pas sur une heure Mm. miroir,
Et pourtant, là, on va être plus sur des horaires, on va dire biologiques, où on sait qu'on a telle ou telle hormone qui a plutôt tendance à faire son pic à ces heures-ci. Je vais peut-être regarder dans ce cas-là, si je me réveille toujours à la même heure, si ça a une implication un peu plus biologique sur la santé, on va dire. Oui, je te rejoins sur la partie biologique de l'interprétation, et ça, c'est connu en médecine chinoise traditionnelle. Ouais. L'énergie vitale du corps, elle switch de sphère organique toutes les 2 heures, au fil de toute la journée, hein. Une dysfonction dans la circulation de votre énergie vitale, elle peut se traduire par un coup de fatigue en pleine journée, au moment où ça switch entre deux organes ou entre deux couples d'organes, parce que souvent c'est des couples d'organes. Bah, la nuit, ça va provoquer un réveil nocturne. Donc un réveil à heure fixe, c'est toujours intéressant d'aller voir à quoi ça correspond dans le corps, à quel organe, à quelle synthèse d'hormones ou de neurotransmetteurs. Parce qu'il y a peut-être quelque chose là que votre corps a besoin d'équilibrer, et bah, parfois une petite complémentation alimentaire, une petite cure de quelque chose, ça permet de soutenir le corps pour retrouver un fonctionnement fluide. Quelqu'un nous demandait si toi et moi, on pourrait songer à proposer des cours ou des stages sur la pratique magique, à savoir les différents encens, l'usage du romarin, les différentes plantes, ou des ateliers type fabrication de spell jars. C'est un truc qu'on va réfléchir entre nous. Il y a aussi cette possibilité qu'on propose ça aussi en atelier visio pour ceux qui seraient loin, ou pour quand nous, on n'est pas réunis géographiquement. Mais oui, pourquoi pas faire des petits ateliers à thème, courts. Oui. 1 heure d'atelier sur un thème, en fait, quelque chose de simple et efficace, où bah, vous viendriez piocher uniquement ce qui vous intéresse. Je pense que si on fait quelque chose, il faudra vraiment qu'on bosse un peu sur un programme qui apporte un son différent de tout ce que vous pouvez trouver autour. L'idée, c'est quelle valeur ajoutée on peut vous apporter pour que ça ait du sens d'en faire des ateliers plutôt que des podcasts. Ouais, clairement, on en a envie. Hein. Tous les deux, quand on a vu la question, on s'est dit « Ah, mais trop envie, vraiment oui. Juste, on veut vous faire un truc bien. » Pouvons-nous tous communiquer avec les défunts ? Alors, moi, je crois que oui. Avec un petit bémol, mais qui tombe sous le sens pour vous qui nous écoutez. Évidemment, le petit bémol, c'est qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit assez grande à ça, croire que les défunts ne sont pas disparus, mais sont sur simplement un autre plan que le nôtre. Forcément, si vous nous écoutez, il y a une partie de ces choses-là qui existent déjà un petit peu en vous. Enfin, vous n'êtes pas complètement récalcitrant à l'idée qu'il y a un plan invisible avec lequel on peut rentrer en communication. Pour moi, alors pourquoi je dis je crois que oui, c'est parce que je fais pas une différence énorme, mais du coup, je sais pas si c'est propre à moi ou pas, mais je fais pas une différence énorme entre connecter aux énergies d'une personne incarnée, d'une plante, d'un élément, et connecter avec l'énergie d'un défunt. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, ça repose sur le même concept de mon âme peut connecter à une énergie, qu'elle soit incarnée ou invisible. Et bon, bah, nos défunts, ça rentre dans le plan de l'invisible. Et connecter à des énergies, c'est accéder à une communication. Mais parfois, je pense aussi que ce qui bloque un esprit, un mental, c'est de chercher une communication aussi nette qu'avec un vivant. C'est-à-dire que non, communiquer avec un défunt, faut pas vous attendre à pouvoir entendre sa voix dans l'air et pouvoir lui parler comme à quelqu'un qui serait incarné devant vous. C'est plutôt aller capter un ressenti, aller capter une espèce d'information qui flotte et que votre âme et votre corps vont aller traduire avec un signal ou un autre, avec une image, avec un ressenti, avec une pensée. Mais voilà, si on est fixé sur je cherche une communication de telle forme, il est possible qu'elle se manifeste dans un plan hors de votre champ de vision quelque part, mais voilà, je crois que oui, on peut tous communiquer avec nos défunts, mais qu'il faut essayer de s'attendre à rien et de rester réceptif à toute possibilité, quoi. Moi, cette question, j'aurais plutôt tendance à dire un non, mais pour à peu près les mêmes raisons que toi, en vrai. Ah ouais, c'est hyper intéressant. On peut avoir des croyances limitantes sur la mort, on peut justement se dire que bah, quand c'est fini, ou avoir peur aussi de la mort. Du coup, ça va complètement bloquer une possible communication. Et la deuxième chose, c'est exactement ce que tu as dit. En fait, qu'est-ce qu'on met derrière le mot communiquer ?
Ouais. Si vous pensez que ça va être un échange aussi fluide que, enfin fluide, ce matin ça va être compliqué, mais qu'on a entre toi et moi là typiquement il faut mettre une Non, grosse ça peut croix pas. sur le est-ce qu'on peut tous communiquer comme ça? Non, je pense sincèrement qu'il y a des gens Oui, qui oui, en sont bah, capables, mais je pense que c'est une pincée de sel dans l'univers, quoi. Pour les gens qui ont perdu des proches, il y a forcément des moments où, par exemple, vous avez ressenti un peu la présence de l'autre, ressenti une émotion, un truc sans explication. C'est arrivé comme ça alors qu'il n'y avait rien qui oui. pouvait vous y faire penser. Et je pense que ça, c'est des petites communications, pas forcément à double sens et pas forcément verbales, mais ça reste une forme de communication. Et apprendre à distinguer ça et apprendre à se poser pour établir cette ouverture d'antenne à Oui, capter c'est ça. justement ces petites étincelles de communication et d'énergie, oui, ça, je pense qu'on peut tous le faire, mais pas forcément de la manière qu'on le souhaite. Il y a Isabelle Oui, Serre, sans me tromper, cette fois-ci, j'ai pas dit Camille Serre, Isabelle Serre qui a écrit un petit bouquin justement sur la communication avec les défunts, en parlant justement qu'il y a la clairaudience, la clairsentience, il y a plusieurs façons de ressentir les choses. Et c'est ouais. peut-être par là qu'il faudra aussi, si ça vous intéresse, commencer à regarder. Pour résumer, c'est-à-dire que sur le papier, tout le monde pourrait communiquer avec les défunts. En pratique, ça C'est va pas être le exactement cas. ça. Pour essayer, en tout cas, de communiquer avec ces défunts, ce que tu dis est hyper juste. Il faut déjà connaître quel est notre canal de communication avec cet invisible. C'est-à-dire que certains vont ressentir, d'autres vont entendre. Alors à nouveau, on n'entendra jamais une voix claire, mais ça passera par une audition en tout cas. Et connaître l'existence de ces différents canaux de communication, c'est aussi ce qui vous permet de les tester. Ouais. C'est-à-dire que si vous vous cantonnez à vouloir entendre un truc alors que votre médiumnité, finalement, votre capacité à communiquer avec l'invisible ne repose pas sur ce sens-là, vous allez faire chou blanc en pensant que vous n'êtes pas capable de le faire, alors que c'est juste, vous n'utilisez pas votre meilleur outil de communication. Typiquement, on se rend compte souvent que les enfants sont beaucoup plus sensibles à l'énergie des défunts. Je pense à ça notamment à mon neveu, moi, qui discutait avec son arrière-grand-père tranquillement dans la rue, qui était décédé, et il discutait tranquillement. Moi, je rajouterais, si ça vous intéresse vraiment, tout ce qui est communication avec les défunts, aussi, est-ce que la mort fait partie de votre vie? C'est horrible à dire, mais est-ce que vous avez connu la mort, que ce soit pas la vôtre, hein, évidemment, sinon ce serait compliqué d'écouter ce podcast, mais est-ce que eh, non, mais est-ce que voilà, vous avez des défunts dans votre entourage? Est-ce que vous avez tendance à regarder la mort avec de la peur, de l'appréhension, ou est-ce que justement vous arrivez à un peu apprivoiser cette vieille amie parce qu'elle sera là, hein? C'est quelle relation vous avez avec la mort, c'est aussi ce qui va conditionner votre capacité à l'accueillir. Ouais, Parce que là, parler avec un défunt, ça veut dire accueillir la mort dans votre quotidien et avec apaisement. ah, Donc là totalement, où il n'y ouais. a pas d'apaisement, ça va être très très compliqué de connecter. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à vous balader dans des cimetières si vous voulez apprendre à un peu capter ça. Parce que typiquement, vous serez dans un endroit où ce sera calme, normalement en tout cas, et vous avez tout le temps du monde dans un cimetière. Enfin, vous avez voilà, ce moment où vous pouvez vous poser pour vous connecter aux énergies autour et pour ressentir un peu le voile. Et ça rejoint tellement bien ce que tu dis sur quelle est notre relation à la mort, c'est-à-dire que si vous percevez les cimetières comme un lieu de tristesse, de malaisant ou angoissant, Ouais. déjà la relation à la mort peut être le premier truc que vous avez à travailler pour pouvoir accéder à vos défunts. Un cimetière, bah en réalité, c'est un lieu de vie. C'est une autre forme de vie, mais Mm. c'est un lieu de vie. Et je sais qu'il y a aussi certaines pratiques de sorcellerie, un peu type nécromancie, où justement on va un peu plus observer le cycle de la mort, où Oui, justement quand il y pour voir à aura quel point ça participe à exactement de à la la vie. vie. Quand puis-je utiliser mon eau de pleine lune et dans quel rituel? Il Ah, s'agirait déjà de faire de l'eau de lune, donc c'est pour toi. alors l'eau de pleine lune, je vais l'utiliser dans plusieurs choses. Déjà dans mon hôtel, quand je veux mettre une énergie sur mon hôtel qui est très introspective et très mystique, quelque chose Ouais. qu'on veut faire rayonner à l'extérieur, c'est reconnecter à ces énergies profondes. Vraiment, pour moi, c'est l'énergie de la lune a tendance à essayer de reconnecter à quelque chose de très profond, de soi et de puissant. Comment je l'utilise? Soit sur mon hôtel, soit directement, donc j'ai ma petite bouteille avec un bouchon. Vous savez, c'est les bouchons qui s'enfoncent un peu dans la bouteille.
Du coup, soit je vais la mettre dans une coupelle, soit je vais le mettre dans un bain, soit je vais prendre le bouchon et tracer une petite lune sur mon front, par exemple, sur Ok. l'énergie du cœur, si je veux que ça développe quelque chose comme ça. Enfin, quand tu parles d'introspection et travail profond, moi, la question qui m'est venue, c'est est-ce que tu associes ça aussi à un travail des ombres, Non, de tes ombres ou pas du tout? non, le travail des ondes, j'avoue, je n'utiliserai pas l'eau de lune pour ça. Pour le travail Ouais, des ouais. ondes, je vais avoir tendance à être dans le noir et à la rigueur une lumière de bougie. Ouais, ouais. Mm. Ok. Très intéressant. Et bien voilà pour cette question autour de l'eau de lune. Mais franchement, par contre, très intéressé par comment vous utilisez l'eau de lune. Comment interpréter nos rêves? Ah, bah comme vous voulez, hein. Je plaisante. Je plaisante pour ceux qui ont écouté, je sais plus quel épisode, on parlait des rêves. Il est rare que je me souvienne de mes rêves. J'ai souvent une sensation au réveil que bah, j'ai dormi mais j'ai pas rêvé. Ce qu'il est beaucoup moins rare, c'est que je puisse avoir eu des rêves avec des images extrêmement claires, mais totalement indéchiffrables parce que inconnus. C'est-à-dire que des lieux très précis jusqu'à la décoration des murs, mais que je ne connais pas. Ouais. Des gens très précis jusqu'à la boucle d'oreille portée, mais que je ne connais pas. Et donc ça, c'est plutôt quand je fais du passage d'âme pendant mon sommeil. Donc c'est les souvenirs des gens que je vois. Donc pas à proprement parler des rêves. D'autres fois, c'est ce dont on parlait juste avant, quand mes défunts me rendent visite, c'est aussi très très net. Mais du coup, je sais que ce sont pas des rêves, ce sont des songes, ce sont des visites. Donc, bah, il y a pas grand-chose à interpréter à part le coucou de mon défunt. Et très ponctuellement, et là, ça peut être sur le petit matin, je peux faire des rêves qui sont fous et très faciles à interpréter parce que c'est souvent des gens que je connais, c'est des dingueries qui n'ont ni queue ni tête, donc je sais pas, c'est des choses qui se sont évacuées, mais vraiment des rêves interprétés, j'en ai trop peu qui me restent en mémoire. Moi, sur les rêves, je dirais la première chose, c'est que souvent les rêves font appel à la symbolique et à la symbolique de l'inconscient. Donc nous avons une part très culturelle et très Oui, géographique des symboles qu'on oui, associe à certains objets, certains animaux, tout ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a, si on a une interprétation très personnelle des symboles. Donc, par exemple, un symbole mm, pour moi ne sera pas la même chose pour quelqu'un d'autre. Typiquement, chez moi, le serpent a une vertu de santé, de cycle, de transformation. Vous poserez la question à ma mère, le serpent, pour elle, c'est la mort, c'est le traître, elle déteste les serpents. Donc, je sais que typiquement dans un rêve, voir un serpent n'aura pas la même symbolique pour moi que pour ma mère. Les rêves, en fait, ça s'interprète sur deux points. Il y a le point très psychologique, de justement oui. comment on associe, nous, les symboles à ce que notre inconscient veut nous dire. Et après, oui, il y a certainement des fois des rêves qui sont un peu plus énergétiques, où on va avoir tendance à, quand on va, par exemple, rêver d'une perte de dents, peut-être, on va se remarquer qu'il y a souvent un décès aux alentours de ça. Moi, mon conseil, du coup, ce serait le petit carnet. Écrire un petit carnet de rêves. C'est trop bien. Vous notez les rêves. Et si vous avez tendance à les oublier, très vite au réveil, la fonction dictaphone peut être aussi un très bon outil. Puis-je utiliser l'eau de lune pour le nettoyage de mes pierres? J'ai Ah, trouvé ça hyper intéressant. en vrai, oui. Oui, Franchement, en de vrai, oui, ouf, hein. moi aussi, Ça combine l'énergie de la lune et l'énergie de l'eau, franchement, oui. Juste l'utilisez pas sur la sélénite, même si c'est un. Voilà, On donnerait la envie, hein. fameuse, C'est sélénite, ouais, donc Sélène la lune. On aurait vraiment l'envie de la mettre dans l'eau, mais surtout ne faites pas ça avec vous cette allez la pierre-là. dissoudre, C'est ça. vous aurez une eau de sélénite. Mais Voilà, peut-être que ça peut être intéressant, évidemment, mais. renseignez-vous toujours, soit auprès de la personne à laquelle vous achetez vos pierres, soit dans un livre, soit vous pouvez nous poser la question. Il y a des pierres qui ne se nettoient pas à l'eau parce qu'elles ne supporteraient pas Ouais, l'eau, donc plus ou moins, hein, mais la porosité des pierres diffère. La sélénite, c'est la puissance max de la porosité, donc là, oui, vraiment, ça ne ouais. supporte pas l'eau. Hein. Mais il y en a d'autres qui sont pas très hauts. Mais pour toutes celles qui se nettoient à l'eau, bien sûr, l'eau de pleine lune, on est OK. Et je rajouterais même ce qui pourrait être intéressant, parce que je me souviens de l'avoir fait du coup, c'est associer par exemple quartz rose et eau de lune. Est-ce qu'on va justement chercher quelque chose peut-être dans l'émotionnel Oui, pour amplifier le pouvoir du quartz, l'énergie du quartz rose justement, utiliser cette eau de lune, ça peut être pas mal. oui, et puis là, on est sur deux énergies très émotionnelles, Ouais. donc
Mais tu vois, là, Très typiquement, bonne idée. je fais du nettoyage et un peu plus. Oui, oui. Mm. En fait, tu fais de l'imprégnation Ouais, exactement. de ta pierre avec l'énergie de la lune, quoi. Comment associer religion et sorcellerie? À titre personnel, je ne crois pas en un dieu unique, donc c'est devenu très simple d'allier magie et religion, voilà, Ouais. alors je suis pas du genre à trancher en mode les religions c'est du bullshit, hein, mais nos croyances doivent être quelque chose qui nous aide à connecter à l'autre, qui nous aide à croire que notre chemin est le meilleur pour nous et que notre vie vaut jusqu'à la fin. Moi, la religion, elle m'aide pas du tout à ça. Je trouve qu'aucune de religion n'aide à la tolérance et à la bienveillance parce que la lecture humaine va prendre le message comme ça lui est le plus simple et pas comme il est transmis. Mais par contre, ce sont des choses qui se combinent nécessairement puisque on est sur des univers de croyances. Ouais. Chacun est libre et encore heureux de mêler ses croyances. Et pour moi, si la croyance dans une religion est quelque chose de très porteur d'amour et de lumière pour vous, et la croyance qu'il y a dans la magie vous permet aussi de manifester tout ce qu'il y a de mieux pour vous dans la vie, évidemment qu'il faut matcher les deux à un moment. Vous ne pouvez pas les dissocier parce que votre unicité, elle réside exactement dans le fait que ces deux croyances vous portent. Donc ça vaudra évidemment tout un épisode. Bien sûr, la magie et la religion, ça se match. Et que si vous êtes croyant, j'ai presque envie de dire, vous devez trouver un moyen de matcher les deux dans vos pratiques. En vrai, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je suis un ancien baptisé. J'ai fait ma communion, deuxième communion. Oui, moi euh, aussi. et j'ai demandé mon excommunication. Bref, les religions en tant que telles, c'est pas forcément le souci. Pour moi, c'est les institutions religieuses. C'est le côté humain et politique. Le pouvoir et la religion ont été très longtemps liés, en tout cas en Europe. Je ne parlerai pas forcément partout parce que j'ai pas forcément la connaissance, mais en tout cas en Europe, c'est fortement lié. Donc à partir de là, j'ai beaucoup de mal avec ça, sachant que pour la religion chrétienne, qui est celle que je connais le plus du coup, tout ce qui est le discours qu'on peut avoir très misogyne, qui peut être Ah oui. contre la communauté LGBT, c'est pas forcément des choses dans lesquelles je me reconnais. Mais du coup, oui, par contre, je connais vraiment beaucoup de praticiens, de sorciers qui Énormément. utilisent Mais bien la sûr. religion et qui associent parfaitement les deux. Pourriez-vous faire un épisode sur les cycles lunaires et un épisode sur les saisons? On a fait un épisode 7 sur la lune, mais qui effectivement est essentiellement sur pleine lune, nouvelle lune, pour la simple et bonne raison que ce sont les phases de lune que nous, on utilise dans notre pratique de la magie. Pour autant, on veut bien potasser à l'occasion les phases de la lune, lune montante, lune descendante, pour vous dire ce qui se fait et ce qui se dit de ces phases-là, même si on s'en sert pas. Donc, épisode 7, vous retrouverez déjà pleine lune, nouvelle lune, tel que nous, on s'en sert et on s'y connecte. Et puis, à l'occasion, on se note de vous ratisser un petit peu plus largement le cycle lunaire avec ce qu'on en trouve et comment nous, ça nous parle ou nous parle pas. Mais bon, à notre façon, comme d'hab, on veut bien vous faire ça, évidemment. Et un épisode sur les saisons. Alors, c'est pas qu'on n'y a pas pensé, les amis, c'est que un épisode sur les saisons, j'espère que vous êtes chaud pour 1 heure et demie d'écoute. Hein. Clairement, on a fait donc l'épisode 9 Ouais. sur le printemps. Le dernier épisode de dimanche dernier sur l'ITA. On vous fait rentrer en plein dedans Ouais, dans les exactement. énergies de l'été. Donc de toute façon, qu'on fasse un truc sur l'été ou pas, considérez que l'ITA est votre épisode sur la saison été, parce que c'est le cas. Et après, ben voilà, il nous restera de toute manière l'automne et l'hiver à venir vous discutailler. Mais oui, on a pris le parti de quand on y est, on vous en parle. Déjà parce que quand on y est, quand on y est nous, on est en train de rentrer dans nos rituels de la saison, dans nos énergies de la saison, dans ce que nous procure cette saison. Donc c'est plus simple pour nous de vous en parler. Et c'est Et plus puis c'est plus vrai. simple pour vous, voilà, et c'est plus C'est vrai. plus vrai, c'est plus Et c'est plus sincère parce qu'on simple, vous dit ce qui est vraiment dans les énergies de ce ce qu'on qui est fait là, vraiment. ouais, ce qui est là. Et du coup, c'est aussi plus simple pour vous de rentrer dans ces rituels, dans ces énergies, parce que vous y êtes aussi, et c'est plus simple d'identifier dans ce qu'on est en train de vous raconter, qu'est-ce qui vous parle pas.
comment communiquer avec ses anges, son ange gardien? Pouah, bah là c'est une question pour un minima un épisode et peut-être deux, trois. Hein. C'est donc comment faire un truc là en 2 minutes. Déjà, moi je dirais qu'est-ce que vous appelez votre ange gardien? Parce que pareil, là on retombe aussi sur la question de la religion, on tombe aussi sur la question de est-ce que vous avez vraiment un ange gardien, des esprits protecteurs, vos guides, tu vois, tout ça, ça va être un petit mélange. Énorme question, donc oui, mais oui, bien sûr, faut commencer par ça et un épisode futur commencera par ça. Euh, alors, quoi que vous mettiez derrière Ange Gardien, souvent, vous n'y mettez pas assez de monde. Donc, ouais, clairement, il faut qu'on fasse un épisode sur les Anges Gardiens. Les gens, je suis désolée. Comment contacter votre Ange Gardien Vous pouvez lui poser la question, tirer une carte et que ce soit le moyen d'avoir une réponse. Vous pouvez poser la question, partir marcher, tomber sur une plume. Enfin, vous tout, Ouais, bref, franchement, vous sentez le bordel. La question est extrêmement riche et pour le coup, c'est pas qu'on veut pas y répondre, c'est oh, que justement on veut bien y répondre non, et un là. épisode entier y sera dédié. Avez-vous des boutiques à recommander? Ah oui. Nous, notre boutique fétiche, elle est à Montpellier et elle s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont aussi un super site internet sur lequel vous pouvez commander tout, oracle, pierre, bracelet, encens, bol, enfin bref, c'est notre caverne d'Alibaba. Donc, dans les yeux de Gaïa à Montpellier, ils livrent partout en France, donc c'est pour ça aussi que on trouve utile de vous partager ça. Toi, t'as repéré un autre truc dans lequel on va aller se promener bientôt. Native Stone, taille artisanale de pierre fine, atelier boutique. Donc ça, j'ai très envie d'aller tester ça avec toi. Oui, oui, ça a l'air bien sympathique. J'adore me perdre dans les petites boutiques, dans les petites rues des vieilles villes. Souvent, il y a des petites pépites qui sont uniques et qui me parlent. Il y a les objets Ouais. qui habitent cette boutique, il y a les humains qui tiennent la boutique. Donc, entrez dans une boutique ésotérique, c'est comme ça que vous saurez si elle vous convient. Maxence Serpentine qui nous demande quel usage des poussières faites-vous dans vos pratiques et quelles sont vos idées, vos avis autour de ça? Excellente question. Euh, on a balancé ça quelque part, peut-être quand on parlait des nettoyages énergétiques, je sais plus, de ce truc où à chaque fois qu'on fait brûler quelque chose, alors quand je dis brûler quelque chose, c'est brûler un encens, brûler une plante, brûler des papiers, des machins, beaucoup ont le réflexe naturel hein, de balancer tout ça. Ouais. Balancer la cendre d'encens, balancer les poussières de plantes, enfin voilà, de tout jeter. En réalité, ça aussi, ça apporte une énergie qui peut être réutilisée en rituel, c'est-à-dire la cendre du romarin que vous avez fait brûler pour purifier. Vous pouvez considérer que cette cendre, elle sert à rien et la jeter, mais vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce qu'elle représente. Est-ce qu'elle représente les énergies négatives que j'ai consumées? Est-ce qu'elle représente une autre partie de ce que vibre la plante et qui est consumée et que je peux utiliser du coup différemment? Donc oui, ça peut s'utiliser. Moi, je me rends compte par exemple que quand je fais brûler un encens pour préparer ma pièce et tout, je ne nettoie pas cet encens. Alors très souvent, il y en a partout sur le meuble parce que je passe une première fois, je fais un courant d'air, ça en fout partout. Oui, ça en fout partout, mais en fait, pour moi, je m'aperçois que c'est instinctivement porteur d'une énergie que je veux garder présente, et jusqu'à ce que je brûle un autre encens, je ne dégage pas la cendre de cet encens. Je, je garde les énergies qui se sont consumées ici. Moi, sur les poussières, il y a plusieurs points. Quand on me parle de poussière, je vois deux types de poussière. Un peu, oui, justement, tout comme tu dis, les résidus de pratique. Sur un épisode où on parlait justement des rituels, et notamment un rituel de bannissement, où j'avais utilisé justement cette allumette avec ces deux fils. Oui, Et après, je ne sais pas si je l'avais dit en tout cas, mais j'avais réutilisé ces cendres pour une deuxième partie de rituel. Donc les cendres de ce premier rituel, ce premier sort, étaient utilisées pour créer quelque chose. Parce que la cendre, pour moi, fait appel aussi à la transformation. Et donc c'est c'est assez exactement ça. important de le réutiliser. La deuxième chose à laquelle ça me fait penser, les poussières, c'est les poussières quand on arrive dans un lieu, et les Oui, poussières du temps, tu vois. Et autant, je pense, c'est un peu la déformation de scientifiques biologistes qui est de un peu toujours nettoyer. nettoyer. Voilà. Autant quand je rentre dans un ancien lieu,
j'ai tendance à vraiment me focaliser sur les poussières dans la lumière, les poussières sur les meubles et tout, et d'utiliser ces poussières, soit je dessine un petit symbole dedans, soit vraiment je la touche, la poussière, comme des strates de temps en fait, qui me permettent de reconnecter au lieu et reconnecter aux énergies. Oui, les murs portent une mémoire, tout ça, on le sait, mais ce temps qui s'est écoulé et cette poussière qui s'est imprégnée et qui est retombée, qui s'est imprégnée, qui s'est retombée, elle porte une énergie, elle porte une mémoire, elle porte Ouais, vraiment une mémoire. Donc, c'est même pas juste ça s'observe, ça se ressent finalement. ça se respecte presque. Ouais, ouais, mais je suis d'accord, ça se Ouais. respecte presque. Je suis très d'accord avec ça. Hyper intéressante cette question. J'ai eu la chance de rentrer dans un hôpital désaffecté il y a 10 ans Ah waouh. maintenant, où il y avait eu un incendie. Et justement, toute cette poussière autour, c'était mais le temps s'était arrêté et pourtant il y avait Et tellement de pourtant vivait vie. encore. Ouais, Ouais, ouais. c'était incroyable. Vraiment, je me souviens de ce moment-là parce que c'était une bulle hors du temps. Vraiment, et cette notion de temps dans les poussières, je pense que c'est quelque chose qui, moi, me parle. Bah, vous le savez, au fur et à mesure des épisodes, le flot du temps est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et d'utiliser les poussières, notamment pour tout ce qui est travail sur le temps, la mémoire des lieux, l'hérédité, ça peut être quelque chose une piste en tout cas qui, moi, m'intéresse, me parle beaucoup. Je ne sais pas pour toi, pour comment les gens peuvent l'utiliser, mais si ça vous parle, Ouais. je serais ravi d'entendre à quoi Et, ça vous fait penser et sur quoi vous voulez cheminer avec ce travail des poussières. et clairement, moi, cette question, elle me fait y réfléchir et me rendre compte de trucs que j'avais jamais trop, j'avais pas mis l'attention dessus. C'est que tellement les poussières, moi, d'un lieu ancien, elles font sens. Et ben qu'en fait, c'est ce qui me manque quand je visite un château qui est tenu, entretenu. Je comprends. Il manque une partie de l'âme du lieu parce que on passe son temps à aspirer les moquettes et les rideaux et les machins, à lessiver tout ça, alors que ça devrait être là. Ça devrait vivre là. Ça coupe une partie de la vie du lieu, quoi. Une personne qui m'a écrit parce qu'elle est intéressée par des livres ou des recettes sur la magie des fourneaux. Alors, autant moi je fais pas trop de magie des fourneaux, à part le dernier épisode dont on parlait au quotidien, c'est vraiment sur un Ouais, c'est ingrédient, ça. je vais utiliser ce moment pour de la magie. Premier outil, le précieux grimoire d'Arlette Grimm est associé au compte Instagram Les Petits Chaudrons. Pour commencer à avoir ça, il y a des recettes dedans. Évidemment, sur son blog, elle a fait un article sur les bases de la magie des fourneaux. Donc ça peut être, pour la personne qui me demandait, une bonne entrée en matière parce que du coup, elle décrit un petit peu d'où sort la magie des fourneaux et comment on peut aborder cette magie-là pas à pas. Et moi, j'ai trouvé, c'est le petit précis de cuisine magique de Lyra, alors Seoltoire ou Soltoire, je sais pas exactement comment on prononce son nom. Donc là, c'est associé au compte Instagram de Herb Witch. Ouais. Et donc là, vraiment, on a un truc full magie des fourneaux. Les recettes sont organisées par sabbat, donc il y a 8 sabbats dans l'année, donc vous avez 8 chapitres de recettes avec aussi des petites choses sur la magie des ingrédients, des aliments. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans ce thème magie des fourneaux à Clairement, 200%. ouais. Si on veut une bonne première connexion à la magie des fourneaux, je pense que ces deux bouquins sont quelque chose qui permettent d'y aller franchement, quoi. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le petit tour de la première FAQ. On vous avait dit qu'on ferait certainement un jour une FAQ, on l'a faite. Semaine prochaine, nous ferons le tout dernier épisode de la saison 2025-2026 avec un épisode sur on part en vacances, qu'est-ce qu'on emmène? C'est ça, les witch partent en vacances cet été et on part jamais À vide. sans notre sac magique. Donc il y a la valise pratico-pratique, les shorts, les robes, les maillots et quoi d'autre? Merci de votre attention, merci de vos questions. C'était trop cool de répondre à vos questions et on continuera hein, de toute évidence. On vous souhaite un bon dimanche et puis à la semaine prochaine. Merci à vous, merci à toi Charline. À dimanche. À très bientôt!